Salut, alors aujourd'hui je vais commencer par présenter deux canaux YouTube qui sont apparus récemment hein, et qui sont dédiés électroniques, tout comme le mien, en français, tout comme moi, et qui sont arrivés, qui sont très intéressants parce que non seulement ils sont bien faits, surtout un des deux où j'ai l'impression que la personne utilise un temps fou pour vraiment produire ses vidéos avec une grande qualité de finition, et ces deux canaux sont vachement complémentaires parce qu'ils sont différents dans leurs principes et dans leur état d'esprit. Alors le premier, c'est le canal de Sirob, qui est tenu par Philippe Demerliac. Alors j'espère que j'écorche pas le nom. Et le deuxième, c'est Deux Ex Silicium, qui est celui avec une présentation et une finition assez chiadée hein, dans son genre. Alors ce sont deux canaux qui sont assez variés dans leur contenu, qui produisent beaucoup de vidéos, surtout le premier. Alors là en ce moment c'est une vidéo par jour. Alors c'est des vidéos plus courtes que celles que je peux faire. Elles sont plus faciles d'accès. Elles ratissent plus large sur les sujets. Alors ça parle de tout, de rien. Mais bon, il y a de quoi faire, il y a de quoi chercher, il y a des tas de sujets. Et justement, c'est à la suite d'un épisode de Sirob, qui est passé il y a quelques jours sur les références de tension, et notamment la LM199. C'est à cause de cette vidéo-là que je vais faire celle-ci, en continuité avec son contenu. Alors, je conseille d'aller voir sa vidéo avant pour pouvoir déjà avoir les quelques fondamentaux et quelques bases sur les références de tension et essentiellement sur donc ces références-là. Ici, une LM399, qui est la version la moins bonne, on va dire, mais qui est maintenant la seule disponible malheureusement. Et après, donc, à partir de cette référence de tension, qui est déjà une référence de haut de gamme, hein, on peut atteindre le ppm, donc la partie par million en stabilité, moyennant quand même pas mal de travail. Hein, c'est pas parce qu'on met ça qu'on l'a. Et il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire autour. Hein. Ça, c'est la partie potentielle de la référence elle-même. Après, on sombre dans des choses beaucoup plus compliquées dès que l'on met en œuvre ces composants-là. Et donc, ce composant-là, qui déjà est très stable et relativement difficile à mettre en œuvre, même si le schéma est très simple, en fait, celui-là est dépassé par cette référence de tension, qui est la LTZ1000, qui, elle, est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce que son schéma d'utilisation est plus complexe. Il faut bien voir que ces références de tension ne contiennent que quelques composants, alors que la LM199 contient toute une circuiterie qui simplifie fortement la mise en œuvre. Ça contient vraiment les composants de base et il faut foutre cette circuiterie tout autour pour pouvoir utiliser ce style de source. Alors cette source de tension qui est donc potentiellement d'une stabilité de l'ordre de 0,05 parties par million, c'est-à-dire 20 parties par milliard, 50 parties par milliard, pardon, c'est un ordre de magnitude encore plus stable que celle-là. Donc c'est plus on va dans ces parties de précision, plus chaque paramètre va compter d'une manière absolument prépondérante par rapport au résultat final. C'est pas parce qu'on va mettre ça, qu'on met ça sur un circuit imprimé et qu'on suit le schéma de chez Linear Technology, qu'on va avoir sa source de référence qui va être stable, ne serait-ce qu'à 1 ppm. Déjà, c'est déjà difficile d'obtenir quelque chose d'aussi stable. Alors donc, ouais, je vais partir du principe de cette source-là, et je vais la faire évoluer de telle sorte qu'on arrive au principe de ces sources-là et le principe d'application de cette source de référence, et montrer comment on arrive au schéma qui est publié par Linear Technology, schéma qui met en œuvre donc cette puce plus tout un système autour, système de référence, ampli-op, etc. Et donc on va étudier un peu le fonctionnement, quels sont les blocs utilisés, les principes utilisés, et après ça me permettra de passer directement au sujet principal de ça, c'est tout ce qui est périphérique et qui joue pour le résultat final de ce genre d'exercice de style. Le but, c'est de montrer que lorsqu'on commence à aller gratouiller dans les parties par million, on commence à rentrer vraiment dans quelque chose de délicat, de difficile, où chaque paramètre va être vraiment, vraiment important. Et là, je vais juste à peine soulever le coin du drap, juste pour montrer les quelques
premières choses auxquelles il faut vraiment faire attention lorsqu'on veut mettre en œuvre ce genre de composants. Bien, bon, je ne vais pas revenir sur les principes des NR enterrés ou des trucs comme ça, que j'ai déjà explicité dans un autre épisode sur les références de tension. Ici, ce qui nous intéresse surtout, ce sera la mise en œuvre justement de ces technologies au sein d'un schéma qui est censé justement gérer tous les problèmes qu'il faut gérer si on veut une très très grande stabilité. Alors, si on veut repartir du début, en fait, le gros problème de toutes ces sources de tension de référence, c'est la stabilité en température. Donc, on invente toutes sortes de systèmes qui permettent de compenser toute variation en température qui vont fournir une variation d'une grandeur électrique au sein du composant lui-même. Donc, le but, c'est de compenser par différentes techniques, et la plus simple, c'est celle qui est utilisée ici. La plus simple, c'est d'utiliser des composants qui ont des caractéristiques opposées. Alors, une des manières de le faire, qui est ici celle qui est employée, c'est de mettre face à face l'effet Zener et l'effet d'une jonction polarisée en direct. Donc, ces styles de composants utilisent simplement une Zener qui est Zener enterrée, donc qui elle est enterrée pas pour des questions de ça, mais pour des questions évidemment de bruit et de qualité de Zener dans le temps. Ici, on est plus dans la stabilité dans le temps parce que les Zener habituels ont tendance à se dégrader par migration d'impuretés au niveau des jonctions. Donc les Zener enterrés, ça va ça. Et associé à ce style de Zener, une diode qui est mise en série, polarisée en direct. Et donc ça équivaut à une super Zener avec à peu près, en gros, 0,6 volts en plus de tension due à la diode mise en série. Donc, ce qui se passe, c'est que ces deux composants-là, de par leur principe, ont des coefficients de température opposés. Donc, si on les choisit bien et si on les fait fonctionner dans le bon point de repos, on se retrouve à avoir une tension à leur bande qui reste fixe, sachant que la tension au milieu, elle va bouger avec la température. Mais on s'en fout, ce qui importe, c'est la somme des deux. Donc c'est le principe. Alors le LM199, c'est ça. On a ce genre de montage. La LTZ1000 aussi a ce genre de montage. La différence entre les deux, c'est qu'on n'a pas accès à ça dans le LM199. Tout est mis au sein d'un appareil qui contient toute une électronique qui sert à justement alimenter ce système-là et à fournir ce qui nous intéresse. La LTZ1000 est beaucoup plus rustique. Elle ne contient que quelques composants. Bien qu'elle soit plus récente que le LM199, LM199, qui est une des meilleures sources actuelles, qui date de 72. Il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui est... ça date de 72. La LTZ1000 date des années 80. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est mieux après. Donc comme quoi, on n'a pas fait de progrès là-dessus, on n'a pas fait mieux encore avec ça. Donc, la LTZ1000, elle offre en fait simplement ces composants-là et à l'utiliser de se démerder, de foutre le système autour pour pouvoir atteindre la stabilité la meilleure. Alors, d'une manière purement fabrication, au niveau semi-conducteur, la LTZ1000 est beaucoup plus aboutie. L'intégration de la Zener, de la diode et du système de chauffage est beaucoup mieux intégrée parce qu'il n'y a pas d'électronique autour. Le LM199 a toute une électronique et si on regarde les photos de la puce, le système de chauffage est sur le côté. C'est moins rationnel que ça. Et ce système-là, la LTZ1000, en enlevant toute la partie pilotage et en la mettant à l'extérieur, peut se concentrer sur vraiment la puce elle-même, son isolation par rapport au monde extérieur et ses possibilités intrinsèques d'être ultra stable. Et en fait, on reporte le problème à l'extérieur. Il faut bien le dire comme ça aussi. Donc, comme ça, Linear Technology n'est pas emmerdé avec des problèmes de stabilité. C'est celui qui l'a mal appliqué derrière. Donc, la LTZ1000, elle est intrinsèquement meilleure parce que l'intégration permet d'obtenir quelque chose de plus adapté. Alors, c'est là que je rajoute, je fais une parenthèse sur la différence entre la version normale et la version A. Il existe deux versions, la LTZ1000 standard et la LTZ1000A. En fait, c'est CH et ACH. Bon, CH c'est le packaging, je suppose.
Ça change pas mal de choses au niveau comportement. La A, c'est la même que la 1000, sauf que la puce, qui est dans son boîtier, un boîtier Théo, je sais pas. La puce, la version A, a un système d'isolation thermique avec le boîtier, qui a une très grande résistance thermique, je crois quelque chose comme 450 degrés par watt, des trucs comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a une isolation extrêmement forte entre la puce et le monde extérieur. Et d'un autre côté, la puce peut chauffer toute seule, elle ne va pas chauffer l'extérieur. En fait, elle fait déjà son propre four simplement par ce billet-là. Le reste est rempli d'air sec. Mais le contact avec le boîtier, le packaging, lui est extrêmement isolé. Alors ça coûte plus cher, parce que c'est difficile à faire, mais ça permet d'aller plus loin et ça permet de complètement isoler la puce du monde extérieur. On verra dans le schéma justement la différence que ça fait avec l'autre et comment on est obligé de tenir compte du fait que dans la version normale, il y a un lien thermique entre le monde extérieur via la fixation de la puce au boîtier et le schéma, comment on tient compte de ça en plus pour pouvoir avoir le même style de stabilité. L'avantage du modèle normal, c'est qu'il est moins cher. Alors, en grosse production, c'est plus chiant à faire, mais c'est moins cher. Donc après, c'est à qui veut l'utiliser. Mais c'est important de voir que cette notion d'isolation de la puce par rapport au monde extérieur rend le système plus efficace au niveau de la gestion de sa température et de sa stabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'extérieur qui va venir influencer la puce et son système de chauffage. Ce qui veut dire aussi que la puce fonctionne à une température plus élevée dans le modèle A. Comme elle est isolée, elle ne va pas dissiper de chaleur. Donc pour le même fonctionnement et pour le même courant dans le chauffeur, dans la partie chauffante, en fait la température va être plus élevée simplement parce que il n'y a rien qui pourra dissiper à part l'air qu'il y a dans le boîtier, et puis c'est tout. Donc elle ne se comporte pas de la même manière au niveau thermique. Et bon, théoriquement, c'est encore meilleur. C'est une version un peu plus optimisée. Maintenant, si on voulait utiliser, si on commençait par la version simplifiée de la LM199, donc on a une Zener et une diode. Voilà. Et puis on se débrouille pour alimenter ça avec quelque chose et on récupère la tension de ce quelque chose fixe. Alors dit comme ça, on se demande bien comment on peut faire ce genre de truc. Parce que, pourquoi? Le problème de ça, c'est que la tension, la stabilité de la Zener n'est pas seulement une question de température, mais c'est aussi une question du courant qui la traverse. La tension bord d'une Zener dépend du courant qui la traverse. Même si la qualité de la Zener permet d'avoir, dans ses caractéristiques, si je reprends les caractéristiques de la Zener, quelque chose qui a une pente assez raide, n'empêche que si on fait varier le courant dans la Zener, on a quand même une variation. Elle sera d'autant plus faible ici que la pente sera verticale, la résistance interne de la Zener sera élevée, proche de la verticale, mais n'empêche, si on fait varier ça, on fait varier ça. Et quand on tape dans la partie par million, quand on fait varier de ça, du petit chez lui là, on va peut-être varier d'un tout petit machin, mais ça va compter. Et les 0,5 ppm, ils sont partis déjà en fumée. Donc, l'alimentation de la Zener est le premier facteur décisif dans la qualité de la stabilité du truc. Donc, si on n'a qu'une Zener comme ça, bon, je vais la noter d'un seul tenant. Si j'ai une Zener comme ça, pour l'utiliser, je suis obligé simplement de mettre un shunt, de l'alimenter, et puis voilà, et ici j'ai ma tension de référence. Alors déjà ici, ça, je suis obligé d'avoir une source de tension ici qui est très stable, évidemment un shunt calculé idéalement pour avoir le courant ici, et puis en plus ici je suis obligé de mettre un buffer pour isoler, enfin ça. Alors à quoi ça sert d'avoir un truc ultra stable si je suis obligé d'y mettre une source de tension ou une source de courant? Après je pourrais tout simplement aussi le remplacer par une source de courant, hein, ça revient au même. Qui elle doit être ultra stable aussi. Moins que ça, mais elle doit l'être. Donc c'est chiant quoi. C'est vachement compliqué. Et en fait, c'est un peu le truc qui se mord un peu la queue. Alors l'idéal, ce serait de trouver plutôt une configuration qui
s'auto-regarde et s'auto-durcit, enfin s'auto-verrouille en soi. Alors, et c'est là que le montage est vraiment futé. Alors, évidemment, c'est un montage qui est dû à un des gros bulbes de l'électronique analogique, qui est Bob Dobkin, qui est celui qui a inventé la puce. Hein. Il a inventé le LM199, il a inventé le LTZ1000, il fait partie des grandes légendes, comme Jim Williams, comme Bob Pease, comme Bob Wildar. Il fait partie de la même clique. Hein. Et donc c'est lui qui a inventé le schéma, et en fait il est extrêmement astucieux et extrêmement futé. Il n'y a pas à chier. Et il y a très peu de composants, c'est super mal. Alors, comment on commence? On se dit, bon, déjà, on a une Zener et on a une diode, comme ça. Bon. Le problème, c'est comment... Ce qui serait bien, c'est d'avoir quelque chose à côté qui ressemble un peu à ça et qui permettrait de surveiller un côté, surveiller de l'autre, regarder comment ils interagissent et agir sur le système de telle sorte qu'on les force à devenir semblables. C'est une manière qu'on retrouve beaucoup en électronique, c'est une forme d'asservissement, hein. C'est-à-dire qu'on a une grandeur qu'on voudrait surveiller, on a une grandeur qu'on va dire de référence, et si on a une qui bouge, on la compare par rapport à l'autre, on essaie d'agir de telle sorte qu'on rattrape les déviations de celles qu'on voudrait surveiller. Alors ici, c'est pas évident parce que ici j'ai une diode, une Zener, à part les piquer des trucs ici, là ça va bouger, là, enfin bon, c'est pas très pratique. Mais une diode, on en a aussi, pas des tout nus comme ça. Des diodes, on en a dans les transistors. Si je prends un transistor comme ça, physiquement, évidemment, ce sont des diodes, ici pour un NPN, ce sont des diodes comme ça. Mais même si l'effet transistor n'est pas dû à deux diodes mises comme ça, hein, ça reste deux jonctions PN mises comme ça. Donc on se dit, ben, transistor, déjà un transistor, il y a des diodes dedans, donc on pourrait très bien utiliser une diode d'un transistor, mais en plus ce transistor en lui-même est un élément avec une patte supplémentaire qui peut partir à l'extérieur. Ah, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Alors imaginons, je vais foutre ici une diode du un transistor. Je vais dessiner un transistor, là, et là, ici, je vais prendre cette partie-là. Donc la jonction base émetteur qui est une diode ici, polarisée, en direct, hein, vu que c'est un NPN. Voilà. J'ai un transistor, donc ici je suis exactement dans le même état que tout à l'heure. Je pourrais très bien prendre ça et l'utiliser tel quel. On n'aura rien changé. Sauf que là, le courant dans la Zener, déjà, on pourrait le fixer. Parce qu'on ne va pas utiliser le transistor pour fixer le courant dans la Zener. C'est vachement difficile de faire ça. C'est difficile d'avoir les deux et de fixer un courant et de le maîtriser et de le mesurer. C'est difficile. Par contre, si ici, je prends une résistance comme ça, sachant que là, j'ai quelque chose comme 0,6 volts, qui est habituel, et pas plus, pas moins, enfin on a à peu près dans ces eaux-là, on aura guère plus, on peut avoir un peu moins, mais le courant ici, il sera fixé par simplement la résistance. L'essentiel du courant de la Zener va passer là-dedans, elle ne va pas passer dans cette jonction-là. Déjà, on va pouvoir mettre beaucoup plus de courant dans la Zener. Les Zener sont d'autant meilleurs que le courant qui passe dedans est élevé. En fait, une Zener, si je reprends le dessin de la pente dynamique d'une Zener, une Zener ça fait ça. Hop, si j'exagère, ça fait ça. En fait, ça devient de plus en plus vertical. Donc, il vaut mieux l'utiliser à un courant élevé qu'à un courant faible. Donc, quand il y a un courant élevé, il est encore plus insensible aux variations de courant qui la traverse que si je suis là. Donc, déjà, la Zener, on aimerait bien la faire transiter par un courant plus élevé. Et ce courant, il va essentiellement passer dans la résistance. Alors, voilà, c'est déjà, on a quelque chose d'un peu plus utilisable. On maîtrise plus le courant qui circule là-dedans. Ici, c'est juste une tension. Hein. Ici, le courant bas, c'est plus une nuisance qu'autre chose. Hein. C'est surtout la tension qui nous importe. Et cette tension-là, elle nous permet de calculer une résistance ici pour un courant donné. Alors, si on prend le schéma, on retrouve cette partie-là dans le schéma. Dans le schéma, cette résistance fait 120 ohms.
Et étonnamment, tiens, on dit la Zener, il faut l'utiliser vers quelques milliampères, 4-5. Alors ici, si je mets 5 milliampères, on se retrouve ici avec 0,6 volts, 120 ohms. Et en fait, je fixe le courant dans la Zener en faisant ça, indépendamment de ça. Et pourtant, j'ai bien mes deux jonctions, hein, qui elles vont servir à compenser en fonction de la température. Là, je m'attaque uniquement à tout ce qui concerne le courant qui circule et la stabilité du courant qui circule dans la Zener. Le transistor, lui, il n'est pas géré de la même manière. Lui, il va être plus stable que la Zener dans son fonctionnement et dans le coefficient de température là. Parce que là, on est vraiment dans l'effet transistor, dans la jonction BE, elle fonctionne dans un tout autre contexte que la tension qu'il y a dans ça. Donc ça va être stable si le gain du transistor et son fonctionnement est stable. Alors, évidemment, le transistor, lui, on ne va pas le laisser comme ça. Évidemment, on va l'utiliser. Sinon, on ne va pas utiliser qu'une diode comme ça ne sert à rien. Par contre, le transistor, lui, il est intéressant de le polariser. Et lui, vu qu'il va avoir une tension de base émetteur, il va conduire un courant, lui. Et lui, il va fonctionner normalement. Il va avoir sa tension ici qui va rester fixe. Si le courant ici est resté fixe, ça va rester fixe. Je ne parle pas de changement de température pour l'instant. Donc ici, je vais avoir quelque chose de fixe par la polarisation du transistor. Et ici, je vais avoir quelque chose de fixe, entre guillemets, par la résistance ici. Et donc, on se retrouve déjà avec un système qui, naturellement, a découplé complètement la partie diode, la partie Zener, par des résistances supplémentaires qui permettent de changer les points de fonctionnement. Et ici, évidemment, on peut faire varier le courant en faisant varier R, évidemment, et en faisant varier la tension ici, bon, surtout en faisant varier la tension ici. Et donc voilà, on est passé à une étape d'après, on a découplé la Zener, la diode et des composants extérieurs qui permettent de régler tous les fonctionnements. Alors c'est quoi l'intérêt de pouvoir régler tous ces fonctionnements? Bon, comme je l'ai dit, mettre un courant suffisant dans une Zener, c'est plus intéressant parce qu'il y a moins de bruit de fond, elle est plus rigide et elle fonctionne mieux. Ici, pour le cas de la diode, ça n'a pas énormément d'intérêt en soi, sauf que bon, ça appartient à un transistor qui, lui, est stabilisé par son propre fonctionnement. Alors qu'une diode toute nue serait déjà complètement tributaire. Et là, une diode toute nue serait... Là, pour calculer le courant, c'est beaucoup plus difficile. Parce que la diode, si je mets une diode ici, évidemment, en parallèle avec la résistance, on a un système là, combien il y a de courant qui va passer des deux côtés ou pas, c'est difficile. Alors que dans un transistor, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Un transistor, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus maîtrisé. Ici, ça va être fait de telle sorte que le courant base, de toute façon, sera très très faible par rapport à ça. Il ne sera pas nul, hein, donc le courant qui va circuler dans les Zener ne sera pas tout à fait de ça, mais ce n'est pas trop la valeur. Il faut qu'elle soit suffisamment élevée, mais ce qui compte, c'est sa stabilité. Donc on a déjà quelque chose ici qui pourrait fonctionner en soi. Mais bon, quelque part, bon, ah oui, ben, problème, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce machin? Ben, on pourrait se dire, ben, pareil, je fais un shunt avec une tension, par exemple, et puis je prends la tension ici. Ouais, mais la tension ici, il faut qu'elle soit super stable si je veux que ça soit stable. Si je fais varier ça, je vais faire varier le courant là-dedans, enfin, tout va partir dans tous les sens. Donc, ça c'est bien, mais je suis qu'à la moitié du chemin. Je ne peux pas aller plus loin maintenant. C'est là où est la grosse astuce. La grosse astuce, c'est quoi? En fait, ça ressemble beaucoup à un pont. Alors, à la connexion ici près, ça ressemble à un pont. Alors, je pourrais le redessiner autrement, sous la forme habituelle des ponts, et après on va voir un peu quel serait l'intérêt de ça. Voilà, là j'ai les ponts, j'ai ici, ici, ici et là. Ici j'ai la tension, on va dire une tension positive. Ici j'ai la résistance, j'ai ce point là, ici qui est là. Donc le point A il est là. Le point B que je vais mettre là, il est là. Et la masse et la tension. Alors ici c'est pas tout à fait un pont parce qu'il y a quand même un lien ici. Mais ce lien, il ne gêne pas trop, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand le système est stable et mis dans une situation solide et robuste,
En fait, ce transistor, il est comme si j'avais une simple résistance ici. Comme il n'y a plus rien qui est censé ne plus bouger, c'est comme si j'avais une résistance là. Le fait qu'il y ait un lien avec le point 1 ne fait que piloter la résistance ici qui est vue par le pont. Donc c'est une fausse impression de trucs qui croisaient, mais simplement c'est un pilotage de ce qu'il y a ici. C'est très là. Okay, donc c'est là où on retrouve une notion de pont. Et quand on a des ponts, quand est-ce qu'on utilise les ponts? C'est simplement l'avantage des ponts, c'est que quand les tensions en A et B sont identiques, déjà le pont ne dépend plus de la tension ici. Il y aura toujours 0 volt entre les deux, quoi qu'il se passe là, quand le pont est équilibré. Simplement parce que le rapport entre ces trucs-là, de chaque côté, seront identiques. Les courants peuvent être très différents, mais on va se retrouver avec des choses identiques et des tensions identiques de chaque côté. C'est-à-dire qu'on va avoir la même tension de chaque côté. Et ça a un intérêt dans les ponts. Déjà, naturellement, si le truc était équilibré, c'est-à-dire que si A et B se retrouvaient au même potentiel, on serait dans une situation où on a la Zener et la résistance ici qui se ressemblent beaucoup, la résistance là et le transistor, entre guillemets, qui se ressemblent beaucoup, et on se retrouve dans une situation équilibrée où les deux côtés sont assez semblables. Et là, l'astuce c'est quel est le système qui essaye à tout prix de faire que deux points se retrouvent toujours à la même valeur, qui, quand il est branché d'une certaine manière, fait toujours telle sorte que ses entrées se retrouvent à la même chose. Ben, tout simplement, un ampli-op. Si je remplace la tension en le mettant là, l'ampli-op, donc importe la polarité dans ce truc-là, non, si on va plutôt le mettre comme ça, parce que ça correspondra plus au schéma. Mais en fait, l'ampli-op, lui, il va mettre une tension ici, de telle sorte que ces deux points-là seront équivalents. C'est ce qu'il va tenter de faire. S'il va mesurer la différence entre les deux, il va tenter de mettre une tension de telle sorte qu'ici, on se retrouve au même point. Et donc, on a un système asservi qui va imposer une tension ici, donc en fait une tension là, qui est imposée par un système qui va sans cesse regarder ce qui se passe et sans cesse imposer un équilibre. C'est une contre-réaction. En gros, ça veut dire que je mets cet ampli-op, il est entre A et B, et puis il reboucle ici. Ah ah! Ça veut dire quoi? Maintenant, je vais redessiner ça un peu mieux en intégrant l'ampli-op là-dedans. Donc on voit le truc. Le truc c'est je sépare les deux composants Zener et diode. J'essaye d'obtenir d'autres composants qui permettent de régler chaque point de repos de chaque composant. Et après, j'essaie de mettre dans une situation un peu idéale, qui est la situation du pont équilibré. Et pour que ça se comporte comme un pont équilibré, j'ai utilisé un composant qui a toujours tendance, quand il est bien utilisé, à produire une sortie pour que ces deux entrées soient toujours égales. Donc de part en part, je vais me retrouver avec ça. Je vais essayer de le dessiner un peu mieux, ce qui n'est pas évident. On va le mettre comme ça. Donc, on va avoir un point ici et un point là. Et on va mettre ampli-op. Voilà. Donc ça, évidemment, ça se met là. Voilà, alors donc j'ai mis un ampli-op ici qui va tenter à tout prix, quel qu'en soit le prix, de mettre ces deux choses là et là au même niveau. Voilà, il va tenter de faire ça. Le signe de ça est mis de telle sorte qu'il tente de le faire, et donc si j'inverse, ben, ça va diverger, ça va pas du tout. C'est une contre-réaction négative. Hein, donc là, le sens du truc, c'est uniquement pour que ça fonctionne, comme je dis, que ça fonctionne, comme un composant qui, dans les bonnes conditions, essaye que ses entrées soient identiques. Mais les bonnes conditions, c'est de prendre le bon sens ici. Bon, on va le mettre comme ça. Après, on peut voir que lorsqu'on monte la tension, ça s'abaisse, machin, et puis bon, bah, on va essayer de faire comme ça pour le faire, pour choisir. Mais voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec ces situations-là de pont, avec un truc qui essaye de l'équilibrer en permanence. Déjà, un truc qui essaye en permanence d'équilibrer un pont, ça sonne bien, ça, pour un truc solide, stable, et bien verrouillé. Alors, ça ouvre une simplification énorme de beaucoup de choses. La première chose, c'est que ce point-là et ce point-là étant identiques, la tension au bord de la résistance ici, c'est la tension au bord de la Zener. C'est-à-dire que VR', c'est Vz. Après, on verra comment calculer R'. C'est le constructeur qui nous le dit.
Et bien sûr, VR, c'est V de la tension de la jonction base émetteur, ici. Donc déjà, on se retrouve avec des tensions de chaque côté identiques, et ça, représente la tension de la Zener. Première chose. Deuxième chose, si pour une raison ou une autre, le courant change et la tension bord de la Zener change, ben en fait, c'est fait de telle sorte qu'il va y avoir automatiquement une variation de la tension base émetteur au niveau du transistor et une variation aux bornes de l'ampli-op qui va instantanément essayer de refourguer le complémentaire en tension, donc pour rattraper le courant qui correspond à une tension bande de la Zener. Donc il y a un système d'auto-asservissement, mais en plus le gain du transistor fait que c'est encore plus rigide. C'est-à-dire que la moindre variation ici va être amplifiée par ce montage en collecteur follower, en émetteur commun. Et voilà, donc c'est un système verrouillé qui se comporte relativement bien comme ça. Et autre avantage incroyable, c'est qu'on a complètement découplé la tension de référence de l'alimentation. Parce que ça là, le VRF, c'est ça qui nous intéresse. Ce VRF, c'est la tension entre la Zener et... c'est la tension entre les deux trucs. Hein. On est encore, c'est absolument égal à la tension entre ça et puis la diode. Hein. La diode, elle est là, la Zener, elle est là. Donc la tension ici, entre ça et VRF, c'est vraiment la tension entre les deux. Hein. On n'a pas bougé d'un poil là, à ce niveau-là. Et le reste, c'est simplement pour verrouiller tout ça. L'intérêt ici, c'est que VRF, il n'y a pas de tension d'alimentation. La tension d'alimentation, elle vient de l'ampli-op. On a complètement découplé l'alimentation de la tension de référence. L'ampli-op, il est extrêmement bien immunisé contre les variations de cette tension d'alimentation. C'est le taux de réjection d'alimentation. Surtout qu'on travaille ici en continu. On a complètement découplé le truc, on n'a même plus besoin de résistance chinte ou des trucs comme ça. C'est d'une élégance vraiment absolue. C'est tout bête, c'est un pont, un ampli-op rebouclé avec... et voilà. C'est difficile de faire plus élégant que ça. Sauf que quand on ne le sait pas, pour l'imaginer, il y a quand même tout un cheminement. C'est pas parce qu'il y a peu de composants que c'est pas très astucieux et super malin. Donc ce principe-là, c'est ce qui est utilisé dans ce système. Alors, calculer les résistances, ben celle-là, elle régit le courant dans la Zener. Celle-là régit le courant dans le transistor. Alors, comment ça se passe? Ben simplement, le constructeur il dit que ce transistor-là, il a un courant collecteur de 100 microampères. Environ. Sachant que ici et là, on est à la même tension. Donc VR', c'est, je vais dire, c'est à peu près 7 volts. Enfin, un peu moins de 7 volts, allez, 7 volts, on va dire. Et 100 microampères circulent dedans. 7 volts, 100 microampères, c'est-à-dire que R', ça fait 70K. Étonnamment, c'est la valeur qui est dans le schéma. Surprise, surprise! C'est tout. Alors pourquoi 100 microampères? Là, on arrive sur la deuxième partie du sujet qui est la compensation en température. Les compensations en température sont possibles quand on utilise des Zener et des diodes, mais pour qu'elles fonctionnent bien, il faut que les Zener et les diodes soient traversés par des courants qui sont compatibles et qui permettent d'obtenir les mêmes taux de variation avec la température, mais de signes opposés. Ces taux ne sont pas fixes. On le voit souvent que c'est moins 2 millivolts par degré de tension de VBE ou autre chose comme ça. Mais en fait, ça peut être différent si le courant est supérieur ou inférieur, si la Zener est plus ou moins traversée par un courant plus ou moins élevé. Et donc, la parfaite symétrie n'est obtenue que dans une plage d'utilisation bien donnée. Et c'est pour ça qu'ils disent ce transistor-là, il faut qu'il soit traversé par 100 microampères. C'est que dans ces conditions-là, ce qui correspond à un VBE bien particulier, à un courant base bien particulier, que l'on aura tel comportement avec la température. Et la Zener, c'est pareil. La Zener, elle faut la faire traverser par une certaine plage de courant, en général un peu plus élevée, de quelques milliampères, pour avoir quelque chose d'équivalent. Et même ça, c'est pas encore tout à fait parfait. C'est pas encore tout à fait parfait. Si on utilise le schéma tel quel, sans rien de plus, c'est-à-dire sans le chauffer, on aura quelque chose d'assez stable. On pourrait obtenir quelque chose d'un peu plus stable si ici on mettait une résistance variable de quelques centaines d'ohms qui permet de trouver une situation optimisée. Alors comment on
on fait ça. Alors là, maintenant, je suis passé dans le cadre de la compensation de température. On peut déjà le faire sans utiliser l'élément chauffant. Par contre, si on veut le faire, donc utiliser ce composant supplémentaire pour optimiser le montage, c'est-à-dire faire vraiment varier les tensions et les courants qui circulent ici pour que les deux coïncident vraiment bien, en fait, il faut quand même utiliser l'élément chauffant, c'est-à-dire qu'on mesure la tension de référence à froid. Ensuite, on met l'élément chauffant en route, on a une autre tension de référence et on ajuste ça de telle sorte que les deux vont se retrouver à ne plus varier quand on met l'élément chauffant en route ou pas en route. Mais il est mis en route d'une manière externe. Donc c'est comme ça que c'est fait. Alors, à quoi ça sert d'avoir un élément chauffant si on ne s'en sert pas? Donc en fait, en pratique, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas faire ça. On va laisser tel quel. Et on va mettre en route l'élément chauffant. Alors avant de passer sur comment la partie élément chauffant fonctionne, on va regarder sur la plaquette à trous comment se comporte cette partie-là, hors ampli-up, et voir que quand on fait varier la tension d'alimentation ici, en fait, on fait varier l'écart entre les deux, et il y a un point de fonctionnement où ça se rejoint, et c'est ce point de fonctionnement-là que l'ampli-up va tenter de faire. Donc, on va passer à côté sur un petit montage, et on va regarder un peu comment ça se comporte. Alors, voilà le schéma, voilà l'application de ce pont. Donc ici, un simple transistor, bon, Zen 2222, une Zener de 5 volts, quelques résistances ici pour polariser ça en gros. Un potentiomètre qui va faire varier la tension d'alimentation entre la masse et puis la tension qui est fournie par une pile. Alors j'ai pris une pile ici pour pouvoir rendre le montage flottant et pouvoir mettre le silo directement à l'intérieur sans se poser de questions. Et donc le silo, lui, il a deux traces, une jaune et une verte, sachant que la jaune, c'est la différence entre les deux branches, donc la tension base collecteur du transistor, et la verte, c'est la tension aux bornes de la Zener, donc entre la tension d'alimentation et la base du transistor. Alors ici, je suis à 0, là j'ai le potentiomètre qui est court-circuité à la masse, donc ici j'ai 0 volts. Alors là, on peut commencer une première remarque, c'est qu'ici, 0 volts, les deux traces sont à 0 et sont confondues. Alors ça, c'est un problème, parce que là, on se retrouve dans une situation, pour l'ampli-up, qui est tout à fait valable. C'est-à-dire comme lui, il va mettre une sortie de telle sorte que la différence de tension entre les deux branches soit nulle, le fait qu'il sorte par exemple 0 volts est simplement une possibilité. Et là, on a une ambiguïté d'état. Donc, il y a un problème si l'ampli-up sort 0 volts. Donc, pour enlever cette ambiguïté, il y a une astuce sur le schéma pour éviter cet état. Donc, on va supposer qu'on ne va pas tomber dans cet état, on va dire trivial, mais qui nous sert strictement à rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter la tension au bord du schéma. En fait, je vais me substituer à ce que l'ampli-up va tenter de faire, en sortant évidemment de cette situation. Alors, ce que je fais là, c'est que je monte la tension qui arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les deux points de mesure montent ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, la Zener, elle, n'a pas de tension suffisante pour conduire quoi que ce soit. Donc, ce qu'on a, c'est la tension entre le plus et la résistance qui est en bas, qui est à la masse. Comme il n'y a aucun courant, c'est comme s'il n'y avait pas de résistance du tout. On est vraiment en train de mesurer la tension qu'il y a aux bornes du potentiomètre. Côté transistor, de l'autre côté, le transistor ne conduit pas. Donc la résistance collecteur, elle, c'est comme il n'y a pas de courant, c'est comme si elle n'y était pas non plus. Donc les deux fonctionnent en même temps, ils ne mesurent simplement que la tension d'alimentation qui est en train de s'appliquer. Alors je vais continuer à augmenter la tension jusqu'à un moment où la Zener va commencer à conduire. Et c'est maintenant. Voilà, hop, la courbe verte s'arrête, on est à la tension de Zener, donc ce qui est vraiment la tension, évidemment, qui ne sera jamais dépassée parce que la Zener va bloquer. Le surplus de tension va se retrouver côté résistance, de faible résistance, côté base émetteur. Par contre, le transistor va se mettre à conduire de plus en plus, parce que cette tension va commencer à monter, elle. La Zener bloque assez bas. Donc, comme j'augmente la tension, le transistor conduit de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de chutes de tension à la résistance de collecteur, et donc la tension commence à baisser. Parce qu'on a de plus en plus de tension au bord de la résistance, donc de l'autre côté de la résistance, la tension commence à baisser, aller vers le bas. Et c'est ce qu'on voit ici, la courbe jaune commence à baisser. Et à un moment, elle passe à 0.
Et maintenant, là, je suis dans la situation que l'ampli-op tente de faire. Donc, si je continue à augmenter la tension, ben, ça passe en dessous. Et en fait, ben, l'ampli-op, lui, s'il veut maintenir entre 0 entre ces deux branches-là, c'est-à-dire la même tension des deux côtés, ben, il reste à cet endroit-là. Donc là, on se retrouve dans une situation bien particulière, ce qui est un critère de stabilisation du pont par l'ampli-op. Et donc c'est ce principe-là qui a lieu avec ce système-là. Et c'est un système qui est particulièrement robuste, parce que si pour une raison ou pour une autre, le courant aux bornes de la Zener change. En fait, ça va changer la tension VBE du transistor, et lui, il va automatiquement changer son courant, et l'ampli-op va automatiquement contrer ces changements-là. Alors déjà, l'ampli-op va le contrer parce qu'il est utilisé tel que, mais en plus, le gain du transistor fait que ce sera encore plus rigide. Donc en fait, c'est vraiment c'est un système asservi qui bloque le système, et la moindre variation d'un côté va instantanément être contrainte par ce système de contre-réaction, tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment l'utilisation pour stabiliser le courant dans la Zener. Et ça ne sert qu'à ça n'a rien à voir avec les coefficients de température ou quoi que ce soit. C'est un montage pour mettre du courant dans la Zener. Et par le fait, mettre du courant dans le transistor aussi. Et ce sont des courants qui sont imposés ou disons conseillés par le constructeur, et ce sont des courants qu'il faut utiliser pour avoir les caractéristiques qui, après, vont nous servir à compenser les coefficients de température. Mais pour l'instant, cette partie-là ne sert qu'à stabiliser le courant qui circule dans la Zener, parce que c'est absolument c'est quelque chose de fondamental. Le courant dans la Zener doit rester particulièrement fixe, sinon les tensions au bord de la Zener vont varier. Donc il faut vraiment verrouiller ça par ce montage en pont et par cet ampli-op qui rattrape toute dérive en permanence. Ok, donc voilà, bon, c'était juste pour montrer comment ça se comporte. Maintenant, on va retourner au tableau et on va continuer l'étude de ça au niveau des coefficients de température et au niveau après chauffage. Ok, donc, alors avant de passer sur la partie de l'élément chauffant, qui ressemble beaucoup à ça, pourquoi ne pas réutiliser une équipe qui gagne, un petit détail justement qu'on a vu tout à l'heure sur le fait que lorsque ici on a une tension nulle, le système est stable. C'est-à-dire que si ça c'est à 0, ça c'est à 0, ça c'est à 0, ça c'est à 0, tout est à 0 et il n'y a pas de problème. C'est un souci, c'est un cas ambigu. Alors comment faire? Le but c'est d'empêcher d'avoir cette ligne-là à 0. Alors comment faire? Ce qui est fait sur le schéma, c'est qu'ici on met une diode. Comme ça on impose à l'ampli d'avoir au moins une tension supérieure à une certaine valeur pour pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir 0 volts, il est obligé de compenser la diode en passant. Donc, c'est juste pour forcer à ne jamais arriver sur ce point où on a 0. On aura toujours quelque chose parce qu'il y aura une chute de tension ici. Ça permet au système de démarrer à tous les coups. Donc voilà à quoi sert cette diode, c'est tout bête. Ok, maintenant on va passer au côté chauffage. Donc, côté chauffage, en fait, ça va être assez similaire dans l'esprit. Sauf que là, on va piloter un élément chauffant qui va maintenir le système à une température constante. Donc, il faut que cet élément chauffant surveille, d'une manière ou d'une autre, l'état de la puce des diodes du système pour pouvoir réajuster au fur et à mesure. Sachant que avec le côté A, il va regarder juste ça et ça suffira. Avec l'autre, on verra qu'il faut rajouter un petit détail en plus. Donc, alors je me mets avec le côté droit sous une forme simplifiée comme ça. On va se mettre sous la forme d'une diode comme ça. Voilà. Ça c'est le côté diode, tout ça avec l'ampli-op et tout le bataclan. Maintenant, de l'autre côté, comment je peux regarder ce qui se passe et voir un peu comment je peux déjà mesurer la température du truc et la maintenir constante. Alors, il y a plusieurs méthodes, on pourrait prendre des thermistans, enfin des tas de composants qui sont sensibles à la température. Donc ici, ce qui est utilisé, c'est une jonction PN. Eh bien, tant qu'à faire, autant ici, je vais quand même redessiner le transistor comme ça, pour dire. Autant ça varie avec la température, c'est le problème.
autant si je reprends le même, ça varie avec la température, c'est pas un problème, au contraire. La variation de ça, lorsqu'il est utilisé de manière convenable, avec un bon point de fonctionnement, etc., est parfaitement prévisible. Ça suit une loi parfaitement établie et parfaitement prévisible. Donc, prendre un transistor comme ça, le polariser d'une certaine manière totalement classique, avec une résistance, machin, truc, si la température varie, mais ici, je vais avoir une variation de ça, et donc je vais avoir une variation du fonctionnement du truc. C'est-à-dire, si j'ai une variation du fonctionnement du truc, ça veut dire que le point ici et le point là vont bouger, eux. Évidemment, ils vont bouger. Alors, idéalement, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller les calculer. Alors ici, il y a quand même une différence par rapport à l'autre, c'est qu'ici, on ne va pas tenter de les mettre à zéro. Le but, c'est de mesurer et en fonction de l'écart, modifier la température pour ramener l'écart. On ne va pas boucler comme ici, en faisant varier la tension ici. On va mesurer et on va reboucler via la température. Donc ici, je vais pouvoir mesurer, ici ça va être dans quel sens, probablement ça. On va mesurer, et on va piloter un transistor qui va piloter l'élément chauffant. Alors ici, il y a une diode, on verra pourquoi. Et puis voilà, et ça, c'est alimenté V+. C'est pas alimenté par la tension de référence. Alors ici, ça va pas. Ça, par contre, ça va à la tension de référence, évidemment. Évidemment. Parce qu'il faut que ce soit ultra stable. Il faut aussi, hors de question d'alimenter ça avec une autre tension. On alimente le tout avec quelque chose de très stable. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est le truc chauffant. S'il y a une baisse de température ici, ça va faire telle sorte que ça va chauffer un peu plus pour ramener le truc. Donc la contre-réaction, elle n'est pas électrique, elle est thermique. Contrairement à l'autre où c'est un rebouclage direct. Mais ça reste une contre-réaction basée sur le même principe, un pont. Sauf que l'élément variable du pont, c'est une jonction. Hein. Et l'ampli, bon, les valeurs sont calculées de telle sorte que on a, pour une température donnée, on est à 0. Ce qui n'est pas la même logique que l'autre. On essaye d'obtenir le 0 à tout prix, quelle que soit la situation. Ici, le constructeur fournit des valeurs. Alors ici, on utilise la même valeur que l'autre pour que le transistor se retrouve dans la même situation. Ça permet d'avoir un couplage, on va dire physique, entre les deux. C'est-à-dire que celui-là est chargé exactement de la même manière que l'autre. Ça permet d'avoir vraiment une image de la mesure qui ressemble beaucoup à ce qui se passe de l'autre côté. Par contre, les deux résistances ici vont fournir un point, de telle sorte qu'ici on va être à 0 lorsqu'on ça va être une certaine température. Et c'est ce que donne le constructeur. Le constructeur, il donne par exemple 13K et 1K, s'il correspond à 60 degrés. Si on veut, par exemple, 45 degrés, on passe à 12K, 13K, 1K. Alors, c'est facile de voir ce qui se passe. Hein. Si on descend le pont de diode, le pont diviseur ici, en fait, l'ampli fait de telle sorte qu'on se retrouve avec des tensions qui baissent et qui remontent, et puis simplement, il est obligé de moins chauffer pour obtenir la même tension. Simplement, comme c'est la tension VBE qui va bouger, c'est la température qui va faire augmenter ici ou pas. Donc, pour rattraper la tension qu'on va imposer ici, il va mettre plus ou moins de tension, de chaleur pour rattraper cette tension-là. Simplement ici, au lieu d'être un élément variable, c'est ça qui va être l'élément variable pour se fixer à ça. Et donc, plus la résistance ici est élevée, plus la température est élevée. Le pire, je crois que c'est 80 degrés chez Agilent, c'est à peu près 15K ou quelque chose comme ça. Alors après, c'est qui a raison sur la température? Selon les sources, il vaut mieux être plus bas. Pour d'autres, il vaut mieux être plus haut. Bon, le constructeur donne ça. Mais ça veut dire que bon, la valeur n'est pas trop importante. Ça peut être entre 12 et 15K. Par contre, il y a intérêt à avoir des résistances top niveau. Parce que ça, c'est des composants extérieurs. Donc, ils ont intérêt à ce que le rapport potentiométrique entre les deux reste constant, quoi qu'il se passe. Donc, il faut un système avec des coefficients de température extrêmement faibles. C'est eux qui vont absolument driver, c'est eux la référence. Ces deux-là restent la référence du fonctionnement du truc. C'est que ça.
ainsi que les deux. Hein. C'est sûr que tout est quand même plus ou moins lié. Donc le fait d'utiliser ici un système qui est identique à celui de l'autre côté, on s'abstrait d'une différence qu'il y aurait de chaque côté. Donc le fait quand même d'avoir des composants communs simplifie quand même la conception et simplifie le comportement. Alors j'ai refait le dessin des deux sections, chauffage et source de tension, ZR, pour montrer la différence qu'il y a lorsqu'on utilise les deux versions des LTZ qui n'ont pas les mêmes caractéristiques thermiques au sein de la puce. Et donc, autant la version A est totalement isolée de l'extérieur et fonctionne très bien toute seule de manière autonome avec ses deux parties isolées, autant l'autre a plus de soucis parce qu'elle est plus susceptible à tout ce qui peut se passer de l'extérieur. Donc, on est obligé de compenser un peu plus la chose et ne pas simplement juste faire confiance au fait que les parties soient semblables et qu'elles réagissent à peu près de la même manière. Alors, ce que le constructeur fait, c'est qu'il va rechoper les variations de ce qui est en sorti ici, il va les réinjecter de ce côté-là. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre la tension ici, au bord de l'élément chauffant, et va le réinjecter ici. Alors il va le réinjecter via une résistance, de telle sorte qu'avec la résistance qui fixe le courant ici, on a un pont diviseur. Simplement, ils vont prendre une fraction de ce qui est en sortie, ici, et il va le réinjecter ici. À supposer que c'est dans le bon sens, et que ça compense un peu mieux la déficience thermique inhérente à cette version-là. Donc on va juste réinjecter une portion. Alors le pont diviseur, c'est entre ça et ça, entre la résistance. Alors c'est une résistance de 400K, je crois, quelque chose comme ça. C'est une forte résistance. Donc effectivement, il va rajouter vraiment une toute petite fraction de ce qu'il y a ici pour le ramener ici, parce que ça doit situer quand même un petit pouillème, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà, vraiment au niveau électrique, la différence qu'il y a entre les deux, pour pouvoir avoir à peu près les mêmes caractéristiques garanties pour les deux. Les deux puces sont données pour les mêmes notions de stabilité. Donc ça, c'est la première chose. Alors la deuxième chose ici, c'est qu'on peut remarquer, c'est la diode là. Alors la diode, elle est là uniquement parce que comme l'élément chauffant est sur le substrat de la puce, le constructeur impose que cette partie-là soit un potentiel supérieur à celui-là. Ce qui est vraiment imposé. Et donc, comme ici, on a une tension d'une jonction, ici, eh bien, en fait, on rajoute une jonction là pour être sûr d'avoir au moins 0,6 volts, pour être sûr que ce point-là ne va pas descendre trop bas. C'est juste une protection dans ce cas-là. Voilà, donc ça, c'était un détail ici. Alors, un petit détail en passant, il existe une version qui ne contient que ça. Qui n'a pas d'élément chauffant, qui n'a rien de tout ça. Il n'a juste que cette partie-là, qui a 4 pattes, non pas 8. Et c'est, la référence c'est, c'est un nom vraiment à coucher dehors, c'est LTFLU 01 ACH, quelque chose comme ça, ou 1. Ça c'est Linear Technology, Fluke et le même système. Donc ça c'est sur le même substrat que... voilà. C'est une version simplifiée avec juste ça, qui a été fait exclusivement pour Fluke, pour ces appareils. Il y a un appareil Fluke de 8 digits et demi, ou quelque chose comme ça, qui utilise cette version sans l'élément chauffant, donc ils se débrouillent avec ça. Et ils font très bien avec ça. Et il n'y a pas de dock, il n'y a que dalle. On peut en trouver d'occasion, récupérer de ces appareils. Ça a exactement la même caractéristique que ça, donc on peut appliquer cette partie-là uniquement. Mais c'est juste vraiment une curiosité qui est faite pour Fluke et c'est un arrangement entre eux pour faire ces puces là. Alors bien sûr Fluke les prend, les bichonne, les trie, les font vieillir et tout ça. Enfin, il y a des sorciers avec des grandes barres qui s'en occupent et tout pour que ce soit top pour leurs appareils. Mais étonnamment ils n'utilisent pas la version avec un élément chauffant. En fait ils mettent ça dans une boîte bien isolante à l'abri de tout gradient de température, etc. Mais c'est la même avec juste cette partie là. Voilà. Donc ça, c'était bon, des petits suppléments là-dessus. Alors maintenant, on va finir sur, et c'est bien gentil tout ça, mais quand je le mets sur mon circuit imprimé, est-ce que je vais avoir ce que je veux? Alors la réponse est non. On aura ce qu'on veut au prix d'un effort colossal, d'un investissement considérable, d'une patience infinie et un peu de sorcellerie derrière. Hein. Donc, le problème, c'est que quand on utilise ce genre de source de tension,
dans des contextes de stabilité extrêmement forte, c'est que dès qu'on touche la partie par million, tout entre en jeu. Par exemple, la ZNR, elle est polarisée par une résistance ici. Et d'un autre côté, on a le transistor qui est avec sa résistance. De l'autre côté, on se retrouve avec un même transistor, à peu près, enfin il a les mêmes genres de caractéristiques, il est sur le même système. Bon, après, on a un pont ici, pour le refroidisseur, enfin, j'ai refroidisseur, mais c'est pas un refroidisseur, c'est un élément chauffant. Alors là, j'ai remis les masses, ce qui est absolument, ce qui n'existe pas dans la vraie vie. Alors ça, si on fait ça, on est déjà tout faux pour commencer. Voilà, donc ici on a, je vais mettre R1, R2, R3, ici c'est R4 et R5, voilà. Bon, le problème c'est que si ces composants-là, les trois là, plus l'élément chauffant sont dans le boîtier, ils sont a priori à la même température, tous ces composants externes, alors eux, ils sont absolument pas à la même température, ça peut bouger dans tous les sens, etc. Et donc, la qualité des résistances, et surtout le lien qu'elles ont entre elles, par exemple le rapport R3 sur R5, qui doit être égal à 1 ohm, vraiment, R4 dans sa valeur en absolu, le rapport R1 sur R2, qui définit la température, tout ça, ce sont des données qui doivent être d'une stabilité absolue, quelle que soit la température. C'est pour ça que, on utilise des résistances à faible TCR. Alors, il existe plein de technos pour ça, selon l'argent qu'on peut y mettre. À l'époque, dans l'ancien temps, on utilisait des résistances bobinées. Les résistances bobinées ont des excellents coefficients de température. Après, il y a eu les films métalliques, les Vichy-Foil, des trucs comme ça, qui sont encore meilleurs, mais alors qui coûtent des prix astronomiques pour peu qu'on tombe dans des 0,02 ppm ou des choses comme ça. Mais on est obligé d'avoir ça si on veut atteindre la quintessence de ce genre de montage. Ça, c'est moins critique parce que le rapport potentiométrique varie moins avec le coefficient de température. Parce que si on prend des résistances du même genre, elles vont varier de la même manière. Donc le rapport entre les deux ne va pas vraiment bouger des masses. R3, R5, c'est pareil. Par contre, ce qui va être important, par exemple R3, R5, c'est la tolérance. C'est la tolérance en pourcent. Il faut prendre, si on veut vraiment le mieux, c'est prendre les résistances les plus proches possibles. C'est comme ça que ces deux composants vont travailler exactement dans la même situation. Vous pouvez voir que quand on tape dans le ppm, oui, ça va commencer à compter. Et c'est ça le truc. R3, R5, c'est ce qui va compter, c'est le TCR. Mais ça va être la partie la moins sensible parce que même si on a un TCR de 5 ppm, ce qui est énorme, c'est le rapport des deux. Comme les deux vont bouger, il faut que le TCR soit faible, mais il faut qu'ils aient un TCR similaire. Parce que les TCR peuvent être positifs, négatifs, dans toutes sortes de choses. Mais si on prend des résistances de même technologie, de même gamme et de même style, les TCR sont analogues. Donc les résistances peuvent varier, mais de la même manière, dans la même proportion, à peu près. Donc c'est moins critique. Le pire, c'est celle-là. R4, non seulement elle doit être précise, mais en plus, elle doit avoir un TCR vraiment ultra faible. Parce qu'elle est là, elle est dans l'absolu, elle est relative à rien d'autre. Et c'est elle qui fixe le courant dans la ZNR. Donc elle ne doit pas bouger. Donc ça, c'est genre 0,02 ppm de chez Vichy, le truc qui coûte 50 € la pièce. Il y en a besoin que d'une, hein, c'est pas très grave. Et disons que bon, il faut des composants avec des faibles TCR de toute façon. Alors quand on est un peu plus pauvre et puis que les composants sont difficiles à trouver, on peut se contenter de 2 ppm par exemple, mais alors il faut emballer tout ça dans un isolant. C'est-à-dire que tous les composants doivent être mis dans un gros bloc de polystyrène, un truc comme ça, de telle sorte que la température reste et ne bouge pas avec l'extérieur. Évidemment, tout le système est dans une boîte, jamais de ventilateur, aucun mouvement d'air là-dedans, évidemment, ce qui explique pourquoi les voltmètres, les gros voltmètres de ce genre n'ont pas de ventilateur. Jamais. Il ne doit jamais y avoir de ventilateur dans ce genre de truc, ne jamais y avoir de flux d'air mouvant. Ça doit rester en place. Même si ça chauffe, ça doit rester en place. C'est extrêmement important. Parce que ça fait varier les températures localement. Donc là, déjà, les résistances, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Tout le pognon va là-dedans. Il faut bien voir que même si
Le LTZ1000 est quelque chose d'assez cher, il faut compter 50 € le bout. Les résistances, c'est bien pire. Alors, il existe aussi d'autres problèmes. Les problèmes, c'est quoi? Je ne sais même pas par où commencer, tellement il peut y en avoir. On va faire les principaux. Premier problème, les ampli-up. Ici, il faut que j'obtienne quelque chose de telle sorte que ce soit 0. Ouais, mais un ampli-up, ça ne fait pas ça. Un ampli-up, c'est une tension d'offset. Pour avoir 0 volts, ici, il y a une tension d'offset. Bon, c'est pas bien dramatique. Ce qui compte, c'est quel est le TCR de la tension d'offset. C'est ça le critère. C'est pour ça qu'il faut des ampli-up dits de précision. Les ampli-up de précision donnent une tension d'offset qui peut être de l'ordre de, je sais pas moi, genre, je sais pas, 50 microvolts, ça peut être ou 100 microvolts. Ce qui est considérable par rapport à, par exemple, 7 volts, quelque chose comme ça. Mais la valeur absolue n'a aucune importance. Ok, ça va se superposer à la sortie. Ce qui compte, c'est que de combien ça va varier quand on va varier en température. Les faibles trucs peuvent avoir de l'ordre de 0,01 microvolts par degré. Ce qui compte, c'est de combien ça varie. De toute façon, la LTZ1000, elle est donnée à, je sais plus combien, 1%, quelque chose comme ça, en tension, dans l'absolu. Donc, on va avoir une de 7,15, une de 7,2, une de... Donc, s'il y a 100 microvolts de plus ou moins, on s'en fout. Par contre, ça va, si c'est bien fait, ça va être béton, ça ne va pas bouger d'un poil. Le problème autre, donc problème suivant, donc là, il y a le problème de la variation du coefficient de température de la tension d'offset des ampli-up. Donc, on ne prend pas n'importe quel ampli-up. On prend des ampli-up qui ne bougent pas. Ensuite, le souci derrière, c'est quoi? Ouais, mais alors moi j'ai une tension de référence, ça me sort du 7,06 volts. Ouais, très bien, mais moi je voudrais 5 volts. Ouais, bon. Mais on est obligé de prendre sa sortie là, d'ampli-up, qui boucle là-bas. On sort ça, et puis après, il nous faut un pont diviseur. Et là, les ennuis commencent. Parce que d'une puce à l'autre, on n'a pas les mêmes tensions. Donc il nous faut éventuellement un trimmer quelque part. Mais un trimmer qui a un coefficient de température de 1 ppm. Oh là là. Bonjour l'ambiance. Donc ça va avoir déjà une instabilité en température qui va être supérieure de toute façon au LTZ1000. Trouver un truc comme ça à 0,05 ppm sur toute la bande, c'est même pas la peine de rêver, ça n'existe pas. Donc le fait de simplement d'insérer ça en sortie pour avoir par exemple ces 5 volts, ça pose un problème. Mais ça, c'est que la première étape. Ça, le problème c'est que si j'attaque, là j'ai une résistance là, je ne peux rien débiter en sortie. Je débite le moindre courant, je vais faire varier la tension qui doit être ultra béton à 5,00000 volts. Ici, je prends 1 nanoampère. Si ici j'ai un peu d'ohm, mais ça va passer à, je sais pas moi, ou 5,0001, ou je sais pas. Ça va prendre un peu plus de tension, donc ça va être 4,99999. Si je veux 1 ppm, ça va vite compter. Donc il y a 0 possibilité de charger ça en quoi que ce soit. Donc on est obligé de bufferiser. Bon, admettons. On va bufferiser comme ça. Bon là j'ai inversé, mais bon, on peut bufferiser dans l'autre sens. Ouais, mais là j'ai 5 volts 0,0. Mais alors la tension d'offset ici, je vais avoir... je vais avoir 4,9995, je sais pas. Tension d'offset. Ah ouais, mais là, la tension d'offset, il faut que je change les réglages là, pour qu'ici j'obtienne 5 volts. Ben oui, mais la tension d'offset, de combien elle va varier avec la température si je fais pas gaffe? Donc ici, on va utiliser des amplis auto 0 pour déjà réduire ça au strict minimum. Et en plus, eux, ils ont une sorte d'insensibilité à la température qui est énorme. Donc on va se retrouver qu'on va utiliser des choppers, c'est-à-dire des ampli-up à auto 0. Le problème de chopper, c'est que ça fait du bruit en sortie. Enfin bref, dès qu'on rentre dans un truc, c'est l'enfer. Et là, j'ai juste égratigné la surface. L'implémentation sur le circuit imprimé. Oh.
l'effet Seebeck. Toujours lié à la température. Par exemple, si je prends un métal et que j'en ai un autre, admettons, on va le faire sous la forme d'un thermocouple, parce qu'il y a plusieurs manières de présenter. Prendre un thermocouple. J'ai par exemple un truc en cuivre ici, et là j'ai un truc en covar. On va voir pourquoi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, je prends ça. Ici, là. Si ça, c'est une température T, et que ça, c'est soudure, c'est une température T', on peut avoir des tensions qui déboulent par effet Seebeck, des métaux différents qui sont mis, dont il y a des gradients de température qui existent entre différents points, créent des tensions. C'est des tensions de thermocouple, enfin d'effet Seebeck. Alors, le problème, c'est qu'on a vite fait d'avoir des centaines de nanovolts, des choses comme ça. Et bien, quand on tombe dans le ppm, ça vient se rajouter. Et par degré. Alors déjà, si on se retrouve avec 5 degrés d'écart quelque part, on se retrouve avec des microvolts. Ah, ben là, on a dépassé notre ppm. Là. Alors, on se dit, mais où est-ce que ça peut arriver? J'ai la puce là. J'ai plusieurs points. J'ai un fil. Alors après, c'est la puce, elle passe au travers. Et là, il y a la broche. Puis là, pareil, j'ai une autre broche. Là, et ça sort. Alors, ça, c'est probablement du fil, peut-être de fil d'or. Ou peut-être de l'alu. Tout dépend comment c'est soudé là-dessus. Ça va être du covar. Covar, c'est un alliage qui a les mêmes coefficients de dilatation que le verre, ce qui permet d'avoir des joints fixes. Et c'est aussi pour des raisons mécaniques de stabilité dues aux contraintes mécaniques sur la puce. Bon, déjà ça. En plus, c'est plaqué or, mais c'est du covar. Ensuite, ça, je l'ai soudé sur mon circuit imprimé. Ça part dans un sens, ça, je vais dans ça part dans l'autre. Et puis, éventuellement, c'est comparé, je sais pas, avec l'ampli. Ça, ce serait par exemple la base du transistor. Et ça, ce serait le collecteur. Et puis voilà, j'ai un circuit machin, je suis là. Puis j'ai mon ampli plus loin, parce que c'est là-bas que ça se passe. Mais le problème, c'est que on a un point ici, un point là. On a les pattes de l'ampli et on a les trucs ici. On se retrouve avec des métaux différents. Ici, il y a une température. Ici, il y a une température. Si on ne fait pas gaffe, ça c'est un peu trop loin. On est à une autre température. Et ici, on va être à une autre température. C'est-à-dire qu'on va avoir une accumulation probable d'effet Seebeck tout le long du truc jusqu'à l'ampli. Quand je marque ça, ça fait peut-être 1 cm. Mais entre là où il fait 60 degrés, là, il en fait peut-être, je sais pas, 30. Puis là, il en fait 20. Et ici, il en fait 23. Et puis là, il en fait 19. Voilà, on a des microvolts qui viennent débouler là-dedans. Et boum, c'est une tension d'offset supplémentaire. Dommage. Alors ça, c'est encore qu'un truc. Il y a l'aspect mécanique du truc. Alors, le LTZ1000 est moins sensible à ces problèmes. Le LTZ1000 est moins sensible aux problèmes de mécanique. Parce que déjà, c'est des pattes souples. Donc, si on le met en l'air avec ces pattes souples, en fait, des torsions qu'il y aurait sur le circuit pour des raisons de température, de dilatation, des choses comme ça, vont pas trop faire bouger le truc. En plus, il est monté sur un système la puce est assez isolée mécaniquement du reste. Donc, c'est pas trop un problème. Beaucoup de gens mettent ça sur des montages avec des fentes et tout ça. Pour la LTZ1000, c'est un peu over the top. Bon, ça mange pas de pain. Par contre, quand on utilise des références en boîtier d'île comme ça, tout ça, c'est rigide. Alors, ce qu'il faut, c'est mettre au moins une fente autour, qu'elle ne soit tenue que du côté ici. Comme ça, si la plaque est tordue, en fait, cette languette va pas subir les torsions, surtout les torsions comme ça, elle va rester droite. Les torsions comme ça va rester droit. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que les contraintes mécaniques vont fournir des variations de tension. Tout ça parce qu'on vient taper dans le ppm ou le sub-ppm. Donc, et il y en a d'autres encore. La soudure, les prises bananes. Les prises bananes, si on veut faire une source de tension de référence qu'on veut brancher
à son voltmètre. Fiche banane, il faut prendre du cuivre tellure qui a très peu de MF. C'est des couples de métaux qui sont très peu sensibles. Si on prend du cuivre et qu'on met des trucs en, je sais pas, en laiton, des trucs comme ça, on va se retrouver avec des trucs pas possibles. Les soudures, évidemment, la soudure, c'est la soudure plomb ou étain ou d'étain, c'est pas bon. Enfin, c'est des valeurs de tension dues à l'effet Seebeck qui sont pas négligeables. Donc il en faut autant. C'est-à-dire que quand on fait des VIA ou des ponts de soudure ou des choses comme ça, il faut que sur les lignes qui doivent aller ensemble, il faut qu'il y ait autant de ponts de soudure ou des choses comme ça, et qu'elles suivent le même chemin pour qu'elles soient à la même température. Comme ça, tout est subi de la même manière. Comme ça, à la fin, tout le monde a peut-être été élevé d'une tension de Seebeck de temps, mais de même manière. Donc, disons que ça, on peut compenser. Mais le routage est très important, les matériaux utilisés sont très importants. Et voilà, donc c'est extraordinairement compliqué dès qu'on rentre là-dedans. Et acheter le composant, les composants, les choisir, c'est la partie la plus simple et c'est 0,01% du travail. Le reste, c'est de la mise en œuvre. Et faire des protos, on ne peut pas faire de proto avec ça. On est obligé de faire directement le montage. Parce que c'est directement le montage final qui va être juge. On ne peut pas faire de proto avec ça. Les protos sont des montages définitifs. Et c'est ce qui rend les choses très difficiles. Donc voilà, bon là j'ai juste donné un aperçu, je pourrais aller beaucoup plus loin dans les détails, hein, mais bon, ça prouve que dès lors qu'on veut rentrer dans le sous-partie par million, les ennuis commencent, mais sérieusement, c'est très difficile. Même utiliser du verre époxy devient difficile, même utiliser des masques de soudure devient difficile. Il faut mettre des pistes de garde pour éviter les fuites qui pourraient exister si on a des hautes impédances ici ou là. Enfin, il y a des tonnes de choses qui jouent, et même des trucs les plus improbables. Donc, il y a des gens qui sont experts là-dedans, dont c'est le métier. Les gens qui font de la métrologie, c'est le métier, ils sont experts là-dedans. Et c'est incroyable le nombre d'astuces qui existent dans les appareils pour justement contourner tous ces problèmes-là. C'est un métier à part entière, c'est vraiment difficile. Mais c'était un prétexte vraiment pour montrer à quel point, même pour un truc simple, pour générer une tension, ça devient très 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 difficile dès qu'on rentre dans la partie... une partie par million. C'est-à-dire dès qu'on rentre dans l'équivalent de 7 digits et demi dans le cas des multimètres. Et ce qui est encore plus important, c'est 1 ppm, c'est l'équivalent de 20 bits d'un DAC. Le LSB d'un DAC de 20 bits, c'est 1 ppm. En audio, 20 bits, l'audio, si t'as pas 24 bits, t'es un loser. Hein. Sauf que, qui a déjà vu une source de tension qui garantit 1 ppm dans un système audio? Ouais, on va utiliser, je sais pas quoi, un régulateur monolithique quelconque, voilà, qui va être de, je sais pas moi, 50 ppm dans le meilleur des cas, et encore. À quoi ça sert d'avoir ça quand on a des sources de tension qui de toute façon varient dans tous les sens au moins d'éternuement? C'est pour ça qu'en audio, on n'a pas une linéarité, même de 20 bits. Hein. Si on avait des DAC vraiment de 20 bits réels, on aurait quelque chose qui dépasse déjà tout ce qu'on a actuellement. C'est ça qui est extraordinaire. Donc tout ce qui est en dessous, c'est purement marketing. En réalité, c'est très marketing. Le fait de pouvoir faire un appareil qui soit vraiment de 24 bits, c'est quasiment impossible parce qu'on n'a même pas les sources de tension suffisamment stables pour garantir le bit de quoi faire, malheureusement. Après, ce qui nous compte en audio, c'est pas trop la stabilité de la source de tension, un peu variée, mais c'est surtout la linéarité. Mais tout est lié, hein, tout est lié là-dedans. Donc la linéarité, elle est liée aussi, si on n'est pas linéaire avec 32 bits, ça sert absolument à rien. Donc rien que cet aspect-là montre à quel point, surtout en audio, on manipule des chiffres qui n'ont plus aucune signification, parce qu'on a déjà depuis longtemps dépassé ce qui est matériellement faisable au niveau, si on veut être cohérent sur ce qu'on affirme. Quoi. Donc en audio, les DAC en audio sont tellement surfaits par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Voilà quoi. Déjà faire un vrai DAC de 20 bits, il suffit de lire l'article de Jim Williams sur un DAC de 20 bits réel, fait pour la mesure, qui utilise une LTZ 1000. Il faut voir un peu les méthodologies pour le calibrer, pour le mesurer et tout ça. C'est infernal. C'est infernal. Et ce n'est que du 20 bits. Donc voilà, c'est comme quoi, il faut vraiment toujours avoir une idée des ordres de grandeur qu'on manipule.
Donc voilà, c'était un petit peu plus qu'un épisode sur des sources de tension, des références de tension. Là, c'était vraiment un peu plus en profondeur sur vraiment le cas le plus difficile et le plus délicat. En général, on a des composants monolithiques qui marchent très bien. On a des trucs qui sont à 2 à 5 ppm. Déjà, c'est déjà considérable et qui sont déjà une tension de sortie qui est précise, contrairement à ces choses-là, et qui sont monoblocs, point barre, et qui sont compensés en température, etc. S'il n'y a pas besoin d'aller dans des trucs comme ça, c'est pas la peine de s'embêter avec ce style de truc. C'est vraiment un truc de niche. Hein. Donc, bon. Mais c'est intéressant de voir à quel point l'astuce, vraiment l'astuce qu'il y a dans ce style de schéma qui est simple. Mais le défaut de l'application de la notice de datasheet, c'est que le dessin est super mal dessiné et c'est incompréhensible. À regarder comme ça, c'est vraiment bizarre. Donc ce qui rend ce schéma-là difficile à appréhender, c'est parce qu'il est dessiné d'une manière pas très orthodoxe, donc on ne voit pas très bien comment ça marche. Mais c'est vraiment très astucieux. Voilà. Et voilà, c'était vraiment la source de tension de luxe, LTZ 1000. Voilà, le truc là, on n'a pas fait mieux et c'est pas de mal avec qu'on fera mieux.